toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle causerie que je vais avoir le plaisir d'animer. Nous sommes réunis cette semaine dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Nous réunissons des professionnels qui mettent véritablement l'impact social au cœur de leurs activités, au cœur de leurs réflexions, au cœur de leurs actions. Et ce matin, nous allons échanger, réfléchir, partager autour d'un sujet qui est extrêmement sensible, un sujet qui, à titre personnel, me passionne littéralement, celui du sentiment d'inclusion, cette capacité intime, singulière et personnelle qu'on a de se sentir être intégré à un collectif de travail, en faire véritablement partie, être libre d'être qui on est dans ce collectif. Alors, vous le savez, la semaine série vise à valoriser des initiatives innovantes et efficaces en matière de responsabilité et d'inclusion. C'est la raison pour laquelle Clubhouse France, représenté par Sandrine Chacun aujourd'hui, a proposé ce cycle de webinaires. Clubhouse France est une association qui prend en charge les personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique. Clubhouse a voulu vraiment mettre le sujet de la santé mentale au cœur des réflexions des entreprises responsables et inclusives. Et Clubhouse a décidé de confier l'animation de ces webinaires à ma personne. Je représente l'entreprise Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et organisme de formation implanté du côté de Toulouse, qui existe depuis 19 ans maintenant. J'en suis la dirigeante et je fédère un collectif qui a pour mission, notre raison d'être, est d'humaniser ou de réhumaniser la vie au travail et de faciliter les coopérations professionnelles. Alors pour commencer, je vais vous proposer un petit exercice d'inclusion et vous inviter à vous replonger dans vos souvenirs, à laisser votre cœur s'exprimer et à nous raconter quel est votre plus beau souvenir au travail, juste en une phrase ou deux, vraiment le plus beau souvenir que vous avez. Ça peut être il y a 10 minutes ou il y a 15 ans, peu importe. Et en fait, si chacun d'entre vous avait témoigné et si on collectait les témoignages de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses en France, on apprendrait qu'il n'y a aucun merveilleux souvenir professionnel qui consiste à raconter qu'on a obtenu une augmentation de salaire, que notre ordinateur a été changé, que l'accord télétravail a été mieux négocié, que les conditions de travail se sont améliorées. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des facteurs qui déterminent notre expérience de vie au travail. Ça ne veut pas dire que ces dimensions-là ne sont pas conséquentes et importantes dans notre expérience de vie, bien sûr. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on retient comme étant marquant dans notre histoire tient toujours à des émotions positives et au fait qu'on peut les partager, qu'on peut les vivre ensemble. On va parler du sentiment d'inclusion, on va parler de perception, de ressenti, on va parler d'un sentiment, on va parler de quelque chose qui est intime, singulier, personnel. Donc, on va friser avec le coaching, la psychologie et le développement personnel ensemble ce matin, parce qu'on va parler de choses qui se passent à l'intérieur de nous, qui sont vraiment dans une dimension intrapersonnelle. Voilà un petit schéma qui, de manière assez traditionnelle, présente l'entreprise inclusive, qui évidemment refuse d'opérer de la manière qui est positionnée là sur la gauche, sur cette slide, de manière grise. On est bien plus sur la dynamique de la flèche bleue. L'entreprise inclusive, à la base, c'est une entreprise qui va cultiver la diversité pour son personnel. Donc, on est sur le troisième dessin, celui où il est positionné les mots intégration et diversité. L'entreprise inclusive, elle va être absolument convaincue que dans un système uniforme, on ne crée pas de la créativité, on ne crée pas du bonheur, on ne crée pas de la performance, et qu'on est finalement déconnecté de la réalité de la vie, de la biodiversité qui en fait toute sa beauté et toute sa richesse. Donc, une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui, déjà à la base, a cette culture, cet amour de l'ouverture, de la tolérance, et qui va donc prendre soin d'ouvrir ses portes à des personnes qui sont classiquement éloignées des profils traditionnels qu'elle a l'habitude d'embaucher. Donc ça, c'est le premier niveau de l'entreprise inclusive. Mais il y a un second niveau qui permet de caractériser l'entreprise vraiment inclusive, parce qu'on se rend compte que de nombreuses entreprises ont des politiques diversité, respectent des quotas, etc., mais pour autant ne sont pas inclusives, parce que les personnes qu'elles ont intégrées ne trouvent pas leur place à l'intérieur de l'écosystème. Et donc, c'est là où interviennent des aspects, j'ai envie de dire, beaucoup plus collectifs sur la mise en place d'un certain nombre de solutions, de moyens, la mise en œuvre de moyens, un certain nombre de pratiques qui permettent à la fois d'intégrer, d'onboarder les nouvelles recrues issues de la diversité
et de les accompagner tout au long de leur vie professionnelle pour leur permettre, évidemment, de prendre leur place, de voir leur singularité respectée, mais plus que respectée, honorée, et donc veiller à ce que la vie au travail soit qualitative en termes d'expérience et productive, évidemment, en termes de performance. On se rend compte que les entreprises inclusives qui vont avoir à cœur de pratiquer la diversité et d'avoir des pratiques inclusives ne parviennent pas forcément à fabriquer à l'intérieur de chacun des individus au travail un sentiment d'inclusion. Voilà la définition entre guillemets officielle du sentiment d'inclusion. C'est le sentiment d'être accepté en étant soi au travail, ce qui signifie dans la définition officielle sans avoir à cacher une partie de notre identité. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on a vraiment deux aspects et vous allez voir qu'ils correspondent à deux besoins psychologiques profonds de l'être humain qui sont différents et qui sont complémentaires. On va considérer qu'un travailleur se sent inclus dans son collectif du travail quand il se sent intégré. Ça, c'est la première chose, se sentir intégré. C'est-à-dire qu'il se sent appartenir au collectif de travail, il se sent vraiment en faire partie de ce collectif de travail, mais en faisant partie de ce collectif de travail, il se sent accepté dans ce collectif et il se sent respecté. Je suis persuadée que malheureusement, vous avez toutes et tous déjà constaté que vous pouviez faire partie d'un groupe de travail, mais ne pas vous y sentir intégré et accepté. Et je vais parler d'un collectif de travail, mais je peux également parler d'un groupe social en dehors du monde du travail. Il y a certains ou certaines d'entre nous qui peuvent avoir l'impression qu'ils ne se sentent pas acceptés dans leur propre famille. On est toutes et tous déjà allés à une soirée mondaine ou à une soirée réseau d'un mouvement patronal ou d'un club pétanque en ayant l'impression qu'on n'avait absolument rien à faire à l'endroit où on se trouvait. Et pourtant, techniquement, on faisait partie du collectif. C'est-à-dire que techniquement, notre corps était présent au milieu de ces personnes-là. Par contre, l'expérience qu'on faisait de la présence corporelle de notre identité, c'était une forme de déconnexion, une forme de sentiment extrêmement désagréable et malaisant parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas notre place là-dedans. On ne se sentait pas intégré dans ce groupe-là. Ou alors, on n'acceptait pas notre différence. Ou alors, on nous regardait étrangement, ou alors par des petits gestes qui peuvent parfois paraître tout à fait anodins, mais qui vont venir vraiment nous blesser. On a pu avoir le sentiment de ne pas être respecté pour qui on était. Et parfois, ça peut aller chercher sur des choses très simples et qui sont en même temps extrêmement, extrêmement profondes. Et le deuxième aspect, on va vraiment parler d'un sentiment d'inclusion à partir du moment où on se sent intégré et c'est pas l'un ou l'autre. On est vraiment sur du « et », comme souvent en qualité de vie au travail. On va se sentir inclus à partir du moment où on va se sentir libre. Et ça, vous l'avez très bien exprimé. Être libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accepter notre singularité, oui, mais qu'en fait, cette singularité, notre identité, est encouragée à s'exprimer à l'intérieur de ce collectif. C'est-à-dire qu'on a un collectif qui, par son état d'esprit, par les postures des uns et des autres, par une forme d'énergie, un truc qui se dégage du groupe, on sait, on sent qu'on a le droit de participer, qu'on est encouragé, qu'on est attendu pour participer, pour être partie prenante, vraiment, et que c'est OK, pour reprendre les mots de Fabien, c'est OK d'être soi. Et quand je dis être soi, ça veut dire qu'on sent, qu'on peut et qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on pense. Et du coup, le bénéfice extrêmement fort de ce sentiment de liberté et d'autorisation à être vraiment soi fabrique une valorisation personnelle. C'est pour ça que dans la définition, en tout cas dans la façon dont moi je la traduis, j'aime parler de valorisation. Parce qu'à partir du moment où on est libre, c'est qu'on nous donne la liberté, qu'on nous donne la confiance d'être qui on est et que tout est OK, tout est acceptable. Parce que c'est la nature profonde de la personne et parce qu'elle a le droit d'être qui elle est. Donc vraiment, dans le sentiment d'inclusion, je veux vraiment que vous entendiez la dimension intégration et la dimension liberté et authenticité. Donc faire le lien entre sentiment d'inclusion et santé mentale.
La santé mentale, bon, il y a une définition officielle qui existe au niveau de l'OMS. Si vous la connaissez ou si vous la consultez là, on voit bien que le bonheur, le bien-être, n'est pas que physique, il n'est pas que émotionnel, enfin, il n'est pas que mental, il n'est pas qu'une représentation et une vue de l'esprit. Il est aussi l'état de santé est avant tout psychosocial. On l'a vraiment vu dans notre ère Covid, où à préserver la santé physique, on a pu porter atteinte et altérer notre santé psycho et sociale. Quand on considère le sujet de la santé mentale, en fait, qu'on cherche à évaluer où est-ce qu'on se positionne, on va osciller entre un pôle positif et un pôle négatif. Et finalement, c'est l'équilibre qu'il y aura entre ces deux pôles qui fabriquera votre état de santé mentale. Donc, il y a certaines personnes dont la personnalité, dont l'environnement éducatif, dont l'histoire et l'expérience a fabriqué davantage d'expériences positives de la vie et a pu contribuer à nourrir une santé mentale positive. Ce qui est très intéressant parce que ça signifie que on n'est pas tous égaux par rapport à ça, que notre histoire nous a beaucoup façonnés, qu'il y a des éléments qui sont constitutifs de notre singularité et qui font qu'on est plus ou moins enclin à vivre une santé mentale positive ou moins. Considérons, nous sommes réunis là pour la semaine de l'inclusion, considérons les personnes qui ont des troubles psychiques qui, elles, par définition, vivent davantage dans un pôle négatif et ont donc, parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables sur le champ psychologique et social, peuvent avoir encore plus envie et besoin que les personnes qui sont en pôle positif de voir leur sentiment d'inclusion nourri. Donc voilà, c'était un appel à tolérance, un appel à ouverture, de manière à ce qu'on puisse porter encore plus d'attention et de vigilance aux personnes qui peuvent être, avoir une vie et une santé mentale plutôt en pôle négatif. C'était Freud à l'époque qui disait que l'homme était un animal social par excellence. Il disait que comme l'homme profondément est absolument persuadé que les autres hommes sont là pour l'aider à vivre. Ça, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous, dans notre limbique. Ça a quelques milliers d'années, ça ne date pas de notre époque contemporaine. Et Freud disait à l'époque que la souffrance psychologique, en fait, c'était la pire souffrance de toutes, avant les maux physiques. J'aimerais, pour conclure, avant qu'on passe à la séquence plus pragmatique, faire une connexion entre le sentiment d'inclusion qu'on vient de définir ensemble et les besoins universels de l'être humain, tel que Abraham Maslow a pu la définir dans sa fameuse pyramide. Alors, le pauvre, il a dû se retourner des milliards de fois dans sa tombe. Monsieur Maslow n'a jamais dit qu'il fallait nourrir le premier besoin pour ensuite nourrir le deuxième, le troisième. Il n'y a pas du tout d'histoire de progressivité. Je vous invite à avoir une vision beaucoup plus dynamique des besoins universels humains. Mais si je reste sur la représentation visuelle, graphique qui avait été proposée, je vous invite à considérer que le sentiment d'inclusion va en fait encapsuler le besoin et le sentiment d'appartenance, vous l'aviez d'ailleurs très bien dit, et le besoin de reconnaissance, le besoin d'estime, le sentiment de reconnaissance et le besoin d'estime. Donc, si vous reprenez la définition, se sentir intégré, se sentir libre. Se sentir intégré, c'est faire partie d'eux, c'est le besoin d'appartenance. Et se sentir libre, d'être authentique, d'exprimer qui on est, d'être valorisé dans notre identité profonde. On est sur le besoin d'estime et sur le besoin de reconnaissance. Alors, comment on fait pour nourrir cette sécurité psychologique? Comment on fait pour agir favorablement, pour restaurer ce sentiment d'inclusion ou pour contribuer à ce sentiment d'inclusion? Puisqu'on est un individu dans un écosystème qu'on ne vit pas tout seul, on a tendance, et Louis a complètement raison, on a tendance à déporter la responsabilité, pour ne pas dire d'ailleurs de la culpabilité, à notre environnement personnel et professionnel, en demandant à l'extérieur de nous donner les items de reconnaissance qui permettent de combler ce puissant fond qui est à l'intérieur de nous, qui est cette immense carence d'estime de nous-mêmes. Donc, on a tendance à donner 100% du pouvoir. Et c'est là où, en développement personnel et en coaching, on parle d'un état adulte.
c'est-à-dire être raison gardée et se dire qu'effectivement, en tant qu'animal social, on dépend de l'extérieur et les feedbacks qu'on va avoir de l'extérieur par les comportements et par les mots vont avoir un impact sur ce qu'on pense de nous, mais qu'il y a un sujet personnel qui est l'autorisation qu'on donne aux voix de tête qui nous disent qu'on n'est pas la bonne personne, qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Donc il y a toujours une marge de manœuvre individuelle et une marge de manœuvre collective pour arriver à prendre soin d'un sentiment. Et le sentiment d'inclusion, là, aujourd'hui, on en parle dans le cadre de l'environnement de travail, mais bien sûr, le niveau de notre blessure de rejet, d'abandon, notre peur d'être trahi, en fait, tous les jeux psychologiques qui sont à l'intérieur de nous, ils ne se déclenchent pas le jour où on met un pied dans l'entreprise. Ils viennent d'avant. Et donc, tout l'univers parental, l'univers social de manière globale, l'univers scolaire, contribue énormément à, dès le départ, venir appuyer sur nos blessures, voire même en créer, ou au contraire, permettre de les penser. On va parler de la responsabilité. Et on est dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable. J'aime à dire que l'entreprise responsable, c'est une personne morale qui est responsable, mais que cette personne morale, elle est composée de personnes physiques. Et donc, on n'est pas sur du « ou », c'est-à-dire c'est à l'employeur, le cadre. C'est à l'employeur la structure de penser les choses, de les anticiper, de les fabriquer, de les acheter, de les mettre en œuvre, de les piloter. Oui, évidemment, il y a une responsabilité de l'ordre de la personne morale, de l'organisation, mais il y a aussi une responsabilité de l'ordre de mon petit rectangle bleu qui s'appelle le collectif de travail. On a tendance à oublier qu'on, je sais pas, on est salarié, je crois qu'il y a quelqu'un qui est chez EDF, on est salarié d'EDF, on se sent plus ou moins appartenir à EDF, on se sent plus ou moins fier d'être chez EDF, on se sent plus ou moins intégré d'être chez EDF, mais en fait, la réalité au quotidien, c'est qu'on bosse dans une équipe. On bosse dans un département, on bosse dans un service, on bosse pour un projet transverse, on bosse dans un petit silo. Et c'est avant tout, je crois que c'est 90% de l'expérience de vie qu'on fait au travail. Alors ça, c'est une mesure très empirique, mais c'est ce que moi je constate. 90% des déterminants du bien-être au travail sont liés à l'expérience qu'on a dans ce petit collectif et non pas dans l'organisation complète. Alors évidemment, parfois, dans les entreprises de moins de 10, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et les deux cadres se rejoignent. Donc, il y a une responsabilité au niveau de la personne morale. Il y a une responsabilité aussi au niveau du collectif, c'est-à-dire de cette entité, cette énergie-là, cette espèce de tierce personne, de cette troisième personne qui est notre nous. Et puis, il y a une responsabilité au niveau du manager, celui que j'ai positionné comme étant en haut du collectif, qui, lui, par ses comportements, ses pratiques, sa posture, va être plus ou moins un facilitateur du sentiment d'appartenance, de la fierté à être ensemble, de l'ouverture, de la tolérance, de la capacité à se sentir libre d'être soi. Et on sait que le manager a un rôle majeur, et rappelons-le, c'est quand même écrit dans sa fiche de poste, c'est quand même ça qu'il a à faire. Quand la fiche de poste est bien écrite, il est là pour fédérer des êtres humains, pour qu'ils puissent mettre en commun leurs talents, leurs envies, leurs aspirations, mais aussi pour nourrir leurs besoins, pour les comprendre et les accompagner individuellement. Et puis, il y a une troisième entité qui peut avoir une part de responsabilité dans l'art de prendre soin de notre sentiment d'inclusion. Ce sont ceux que je vais appeler les relais en interne, les relais en externe, en tout cas des personnes ressources qui existent dans l'entreprise et qui peuvent être comme des bouées de sauvetage, qui peuvent être des oreilles attentionnées. Ça peut être un préventeur santé-travail dans l'entreprise, ça peut être un médecin du travail, ça peut être une RH avec laquelle on s'entend très bien. Parfois, cette bulle grise est égale à la bulle bleue, c'est-à-dire que c'est notre manager, notre meilleure ressource, dans le plus beau des cas. Mais en tout cas, il existe aussi toutes ces ressources-là. Il y a la responsabilité de l'entreprise, du collectif, du manager, des relais. Il y a une cinquième personne qui a un rôle et une responsabilité dans notre propre sentiment d'inclusion, c'est notre collègue. Dans son attitude chaque jour, dans les mots qu'il emploie, dans ses actes, dans ses comportements, qui va générer chez nous plus ou moins d'aisance relationnelle. On voit que la qualité relationnelle, elle est… moi, j'aime à dire, je reprends cet exemple qui vient de la CNV, une relation, c'est un fil, et il y a deux personnes qui tiennent le fil. Voilà. Et donc, les deux parties ont autant de pouvoir de nourrir la relation et de maintenir la relation. Et la qualité de la relation, elle est liée aux deux personnes qui tiennent le fil. Donc, vous l'aurez bien compris, la sixième personne qui a de la responsabilité sur son sentiment d'inclusion, c'est la personne en tant que telle. Et loin de moi, au travers de ce schéma, l'idée de dire que c'est d'abord l'entreprise, ensuite, ça ne marche pas comme ça. C'est comme la pyramide de Maslow, c'est absolument pas linéaire.
Chacun d'entre vous, si je vous soumettais un petit questionnaire, et ben, vous diriez, moi, il y a peut-être 40% de mon sentiment d'inclusion qui vient de ma relation avec mon collègue direct. Ah bah, chez moi, c'est 60% qui vient de ma relation avec mon manager. Et peut-être certains, à l'image de Louis, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui va dire non, mais moi, 90% de ce que je ressens à l'intérieur vient de moi. Et il mettrait 90% sur la petite bulle orange. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun est vraiment différent. Il y a une deuxième piste de réflexion que j'aimerais vous suggérer. On voit des entreprises qui s'intéressent au sujet de l'inclusion et du sentiment d'inclusion et qui vont avoir tendance à mettre tout le paquet sur l'onboarding. Donc, à mettre en place des pratiques d'intégration. J'ai mon petit rituel d'intégration. J'ai fait mon livret d'intégration. Chacun a son petit manuel. Je lui ai bien donné accès à son poste de travail et à ses outils. Je l'ai présenté de manière valorisante aux membres de l'équipe ou au personnel. Il a une formation ou un tuteur pour s'approprier les connaissances et les compétences clés. Il y a plein de boîtes qui mettent beaucoup d'efforts sur l'onboarding. C'est super et c'est absolument nécessaire. Mais encore une fois, on va arrêter de faire du ou, on va faire du et. Ce n'est pas qu'au moment de l'onboarding qu'il faut faire mettre en place des actions, des dispositifs permettant de se sentir inclus. C'est à chaque instant, c'est tout le long de la vie au travail. Et quand je dis chaque instant, je mesure à quel point c'est une vigilance de chaque instant. Parce qu'on peut se sentir, vous et moi, magnifiquement inclus dans un collectif de travail toute la journée et en général. Et à un instant, il y a un mot, il y a une attitude qui vient bouger chez nous quelque chose, qui vient réactiver une blessure. Et donc, soit effectivement, on l'identifie, on l'exprime, et on trouve avec la personne qui nous a blessés un terrain de médiation non violent et on permet de faire grandir la relation de manière constructive. Soit on ne l'exprime pas, et parfois, quand on ne l'exprime pas avec les mots, on va l'exprimer avec le corps, on va l'exprimer avec nos comportements. Charge à chacune et à chacun d'entre nous d'être des véritables sentinelles attentives, d'être dans ce qu'on va appeler la vigilance partagée en santé et sécurité au travail. Et puis, certaines entreprises qui sont jusque-boutistes, et elles ont raison de l'être, vont soigner et bichonner le sentiment d'inclusion jusqu'à l'offboarding, c'est-à-dire jusqu'au moment où le collaborateur et la collaboratrice quittent l'entreprise. Pourquoi est-ce que cette personne-là, parce qu'elle quitte le navire pour des raisons X ou Y, n'aurait plus le droit de se sentir appartenir au collectif de travail où elle a travaillé? Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà discuté avec quelqu'un qui a pris un nouveau poste et qui, quand elle vous parle de son entreprise précédente, elle dit « nous » et « on ». C'est-à-dire qu'il y a une forme de deuil qui n'est pas fait. Parce que le sentiment d'inclusion du groupe précédent est encore là. Et pourquoi pas? La troisième piste de réflexion que j'aimerais vous transmettre, c'est donc bien ça, c'est de prendre soin de manière permanente. Et ça demande juste de la vigilance humaine, hein, ce n'est pas un full-time job. Parce qu'on passe tous, on est des êtres d'émotion et on passe dans des cycles. Ça bouge à l'intérieur de nous. Si certains d'entre vous sont des hypersensibles, alors vous savez encore mieux ce dont je veux parler. Ça bouge fort et notre état de bien-être, il évolue tout au long de la journée et tout au long de notre vie. Évidemment, l'entreprise est encouragée, le manager est encouragé, le collectif est encouragé, chaque partie prenante est encouragée à pouvoir identifier des pratiques qui vont être considérées comme inclusives pour les collaborateurs et les collaboratrices. Et je vous le donne dans le mille, il ne s'agit pas de préfigurer des besoins des uns et des autres. Il faut arrêter de mettre en place des plans d'action qualité de vie au travail décidés par la gouvernance dans sa tour d'ivoire complètement déconnectée du terrain pour mettre en place des pratiques, des comportements, pour savoir quelles compétences comportementales il s'agit de bichonner et d'améliorer, pour savoir ce qu'on met en place pour prendre soin du besoin d'appartenance, du besoin d'estime de soi. Il faut écouter les gens. Il faut aller leur parler. Il faut établir un climat de confiance. Il faut autoriser la liberté d'expression. Et notamment pour aller chercher quelque chose qui est le cœur de tout ce dont on est en train de parler. Je crois que c'était Séverine qui en parlait à l'instant. Elle a utilisé le mot magique, c'est le mot besoin. Chacun et chacune d'entre nous a des besoins différents pour se sentir bien au travail. Et derrière le besoin universel de se sentir appartenir à et avoir de la valeur dans un collectif, chacun d'entre nous a des besoins différents pour opérationnaliser ce besoin universel psychologique. Fabien va avoir besoin
pour se sentir appartenir, qu'on l'invite systématiquement à toutes les réunions de service. Et Jérôme, lui, va avoir besoin, pour qu'on satisfasse son besoin d'estime et de valorisation, qu'on ne l'invite qu'aux réunions de service sur lesquelles il va amener de la valeur ajoutée et qui correspondent à ses centres d'intérêt. Deux poids, deux mesures. On est, nous, êtres humains, d'une complexité incroyable. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, pour finir cette causerie, c'est à quel point une philosophie qualité de vie au travail peut être salvatrice sur ces sujets. Nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain chaque jour. Je ne vous parle pas d'une démarche QVT qui est un énième millefeuille dans toute la stratégie, dans toutes les démarches et la politique générale d'entreprise. Je vous parle d'une philosophie, simplement. Cet art de prendre soin de nos comportements et de notre capacité à bien vivre ensemble et à bien travailler ensemble. Parce que, rappelons-le, on ne vient pas au travail juste pour se sentir bien, on vient au travail pour travailler. Voilà, Sandrine et moi-même vous remercions. Exactement. Merci à toutes et à tous.